Je vois pas encore D'accord, ton écran, mais ça va venir tout de suite. Maintenant, on va encore d'accord. le mien avec le titre de cette jolie webinaire qui s'appelle Revue technique des marchés. C'est la rentrée, on est retour après tout un été sans notre webinaire avec Laurent Albi et BNP Paribas. On est retour là pour vous, d'être avec vous, avec les marchés qui ont, pour le CAC 40 au moins, pas trop bougé cet été, mais peut-être pour d'autres valeurs. Je suis sûr qu'avec Laurent, on va regarder plein de valeurs intéressantes ensemble. Et voilà, donc on est très content que vous êtes là et je vais tout de suite donner l'écran à Laurent et dire bienvenue Laurent, bienvenue à tous. Merci Falco. Eh bien, je vous souhaite également la bienvenue pour cette rentrée scolaire. Eh bien, nous aussi, on fait notre rentrée avec ce webinaire. On va reprendre nos bonnes habitudes, à savoir d'examiner, de regarder ensemble l'évolution des marchés et d'essayer de comprendre ce que l'analyse technique nous dit sur cette évolution. Alors normalement, chers auditeurs, vous devriez voir Falco, me voir, voir mon écran et m'entendre. Oui, oui, moi je t'entends très bien. Il y a D'accord. Patrick dit bienvenue les barbus Eh oui. et Jean-Paul dit il nous entend très bien, il nous voit bien. Donc a Bon. priori on peut commencer comme avant. Il y a Sylvie qui a tout de suite se demandé est-ce qu'on peut regarder Carrefour? Laurent, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va commencer comme à notre habitude avec un rapide examen du CAC 40 parce que c'est toujours intéressant de savoir comment l'indice se comporte. Et puis, effectivement, alors après, on a eu des demandes sur Carrefour, Gemalto, une demande sur Kering, une autre sur Safran. Et sur les devises, c'est Pascal qui nous demande ce que nous pensons de l'euro-dollar, de l'euro face à la devise américaine, avec peut-être un pronostic pour la fin de l'année. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier donc BNP Paribas qui nous permet de faire cette revue ensemble. BNP Paribas qui s'associe à l'AFAT, plutôt l'AFAT qui s'associe à BNP Paribas pour vous proposer donc ce webinaire. L'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques. C'est donc une association à but non lucratif qui a pour but de faire la promotion d'une analyse technique de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse technique de qualité? C'est pas forcément une analyse qui permet de faire des pronostics parce que nous n'avons pas, en tant que technicien de marché, de boule de cristal. Autrement dit, nous ne savons pas où est-ce que sera l'euro à la fin de l'année. En revanche, ce que l'analyse technique nous permet de faire, c'est de comprendre s'il y a une tendance sur l'euro, en l'occurrence une tendance haussière de l'euro face au dollar, de savoir sur quel niveau de prix cette tendance serait invalidée, ça c'est également extrêmement important, et puis par le jeu des projections, on peut effectivement mettre en place des scénarios avec des cibles. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses de travail, ce sont des scénarios sur lesquels on travaille, ce ne sont pas des pronostics, parce que encore une fois, nous ne savons pas et personne d'ailleurs ne sait ce que le futur nous réserve. Voilà, donc c'était un petit préambule pour bien comprendre les limites de ce que l'analyse technique permet de faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, ceci étant dit, on commence, Falco, avec le CAC 40, puisque je pense que c'est toujours raisonnable de regarder un petit peu ce Excellent que choix. fait, voilà, ce que fait l'indice parisien. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que il y a une dérive latérale importante sur le CAC 40 depuis le mois d'avril. On voit que on avait ce gap haussier qui a été ouvert le 21 avril, qui a été comblé. C'est pas bon. Autrement dit, normalement,
la borne basse d'un gap haussier doit servir de support, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui placent des ordres d'achat sur la borne haute d'un gap haussier et sur la borne basse d'un gap haussier. Quand sur ces bornes, on a une offre qui est supérieure à la demande, le gap est enfoncé, le gap est comblé, et autrement dit, ça atténue de manière significative le potentiel haussier à venir. C'est ce qui s'est passé, vous le voyez, puisque on est resté, alors la borne basse du gap haussier, vous le voyez, elle est là, elle est à 5100 points. On est resté au-dessus de ce niveau pendant le mois de juillet, au début du mois d'août, et puis on l'a enfoncé une première fois. J'espère que vous le voyez bien ici. On a enfoncé cette borne. Le gap a donc été comblé. Il y a eu un rebond et puis de nouveau, on l'a enfoncé de manière très significative puisqu'on est revenu sur le point d'origine, c'est-à-dire, vous le voyez, ce point bas du 19 avril, le point d'origine de cette tendance haussière, de cette dernière jambe plutôt haussière à l'intérieur donc de cette tendance. C'était la dernière patte, la dernière jambe, on va dire, de hausse dans cette tendance, puisque après, vous le voyez, on a consolidé de manière corrective et assez lente. Alors, maintenant que le contexte général est posé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un excès baissier sous ce niveau à 5045 points. C'était un excès baissier parce que on s'est aventuré sous ce niveau et on a tout de suite réintégré ce support, vous le voyez ici, qui date donc du 11 août. Et puis derrière, il y a eu un rebond, de nouveau un repli. Ça a été un niveau de support à nouveau confirmé par le marché. Vous le voyez par le point bas de cette bougie blanche. C'était hier, et puis aujourd'hui, on est en présence d'un CAC qui a calé sur le premier niveau de résistance à 5149 points, c'est-à-dire, vous le voyez, ce point de résistance du 23 août. Alors, si on trace une oblique baissière à partir des points hauts à 5440 points, qui date donc du 8 mai, on voit que cette résistance passe par plusieurs points de contact. Pour qu'une ligne de tendance puisse être tracée en analyse technique, il faut qu'elle ait au moins 3 points de contact. 2 points, c'est nécessaire pour tracer n'importe quelle ligne. Pour avoir en revanche une ligne de tendance, il faut 3 points. Et là, vous le voyez, on a beaucoup plus que 3 points. Donc, on a une oblique baissière qui passe à 5155 points. Et par ailleurs, on a ce que je vous disais, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette zone ici entre 5136 et 5085, autrement dit 40 points, une zone de 40 points de support qui a été travaillée et qui, vous le voyez maintenant, à 5135, on a une zone de résistance. D'ailleurs, le marché ne s'y est pas trompé. Il y a eu une première tentative qui a échoué, tentative de dépassement de cette face, de ce seuil de résistance à 5135 points. Alors même si on dépasse ce niveau à 5135, vous voyez que de toutes les façons, il y a cette oblique baissière qui vient là aussi faire obstacle. Autrement dit, on a toujours, regardez si je me mets en ligne de clôture, on a toujours une séquence directionnelle qui est négative, puisqu'on a toujours des creux et des sommets qui sont descendants. On voit que le dernier sommet dans la baisse a été testé, vous voyez ici, il y a eu un creux qui est plus haut que le précédent. Autrement dit, maintenant, on est sur un point crucial, un petit peu à la croisée des chemins, sur du très court terme, sur le CAC 40. Pourquoi? Soit effectivement la dynamique baissière reste d'actualité et dans ce cas-là, sur ce niveau à 5135 points,
on repart à la baisse et on retourne tester les 5000 points, voire plus bas, soit effectivement, on continue cette appréciation qui a été entamée sur cette bougie du 29 août et on franchit les 5135 et on franchit cette oblique baissière. Alors, il faut, comment dirais-je, avoir une opinion, j'ai envie de dire, un petit peu tranchée, parce que sinon, on ne sait pas quoi faire. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce rebond-là, qui a été donc mis en place depuis le 29 août, il a eu lieu pendant 4 jours. Vous voyez, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4e bougie. Ensuite, on a eu une petite correction qui a duré 3 jours, qui est revenue sur 5050 points, et puis on est reparti à la hausse aujourd'hui. Tant qu'on reste au-dessus, et c'est ça qui est important, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau à 5050, on peut privilégier la reprise haussière. Alors c'est vrai que c'est fragile, c'est vulnérable parce que c'est une reprise haussière qui s'inscrit dans une séquence sur un horizon de temps supérieur qui est baissière, hein, une séquence baissière ici, mais néanmoins on voit bien qu'il y a eu ce rebond avec ce passage de la moyenne mobile à 200 périodes qui est venu en soutien dynamique. Autrement dit, l'excès baissier, le rebond consécutif, la correction qui a échoué à revenir à tester le précédent creux, nous fait penser que ces éléments nous font penser qu'il y a une possibilité pour que le rebond qui s'est mis en place ici eh bien, perdure. Alors, tant qu'on reste au-dessus des 5050 points, on peut avoir une lecture haussière très modeste, une lecture haussière très mesurée, hein, puisque vous avez bien compris dans quel contexte on s'inscrit, mais malgré tout, ce niveau à 5050 points, tant qu'il est préservé, on peut peut-être anticiper le franchissement de ce niveau qui se situe entre 5135 et 5150. Si effectivement, demain et en début de semaine prochaine, on a de la pression acheteuse qui se manifeste sur le marché, alors en dépassement de 5150, on pourra vraisemblablement retourner sur 5200, 5250. Vous voyez que ce sont des objectifs haussiers qui sont très humbles, très, j'ai presque envie de dire, microscopiques. Il ne s'agit pas d'envisager un retournement haussier majeur, mais simplement si on arrivait à mettre derrière nous cette première barrière, cette première résistance entre 5135 et 5050, ça voudrait dire qu'on peut aller tester les 5200 et les 5250 points. Et le niveau qui invalide ce scénario de très court terme qui est haussier, eh bien, c'est si on enfonce 5050 points. Si effectivement on a des prix qui reviennent tester 5050 et qui cassent 5050, alors on va, à mon avis, retourner assez rapidement sur 5000 points. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas mon scénario préféré. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de franchir ce niveau à 5135, 5150. Donc, on va observer ce qui va se passer, mais je n'ai pas pour le moment exclu la possibilité d'un prolongement du rebond actuel. Voilà Falco, ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être enchaîner directement sur Carrefour. Bah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on a eu donc une question sur Carrefour. Voilà. Alors, vous voyez que on est en présence d'un titre qui a été malmené depuis avril 2015, puisque en fait, depuis un petit peu plus d'un an, on est sur un titre dont le parcours boursier ne fait que se déprécier, puisqu'il y a eu un double test de cette zone à 30 € et qu'on est maintenant pas loin des 16 €. Autrement dit, une division presque par deux des cours.
autrement dit 50% de dépréciation depuis environ 15 mois. C'est beaucoup, avec, vous le voyez, un changement de rythme très significatif dans la baisse, puisque on était sur une baisse des cours qui était somme toute relativement lente entre avril et 2015 et février 2016. Ensuite, nous avons assisté à une stabilisation des prix, et puis depuis mai de cette année, on est dans une phase baissière très importante. Alors, je vais mettre un peu plus de data, parce que la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où Carrefour peut-il baisser? Que nous dit le chart? Que nous dit l'analyse technique par rapport au potentiel de baisse du titre? Eh bien, vous le voyez, on est sur les niveaux actuels, c'est-à-dire à 17 € pour simplifier, un petit peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire que techniquement, on a un premier niveau de support qui est ici, à 13,77 €. Vous le voyez, dans la première jambe d'accélération haussière qui date de juin 2012, il y a eu une petite consolidation qui a duré 3 semaines. Je vous rappelle que le chart qu'on voit actuellement à l'écran, c'est un chart hebdomadaire. Et donc, on a eu une première accélération haussière, une consolidation qui a duré quelques semaines, qui a ramené les cours sur 13,77. C'est vraisemblablement un 23% de retracement de la première jambe haussière. Et puis derrière, eh bien, on a une continuation de la hausse. Donc, ce point d'inflexion, c'est-à-dire ce point de retournement haussier, c'est-à-dire le point à partir duquel le repli s'est terminé et où l'impulsion haussière a repris son cours, eh bien, c'est une zone potentielle de support. Alors, il y en a une autre qui est un petit peu plus proche, vous le voyez, elle est ici, parce que là aussi, attendez, vous voyez, là aussi, on a eu un repli qui a duré environ 3 semaines avant une nouvelle accélération haussière, puis un repli qui est venu tester cette ancienne résistance et qui est devenu support. Ça veut dire concrètement que, a priori, il n'y a pas de support solide sur le titre avant 15,30 €, c'est-à-dire cette zone ici. D'ailleurs, vous pouvez souvent vous poser la question de savoir si une zone si une zone de support est solide ou pas, en vous posant la question suivante. Est-ce que vous achèteriez Carrefour sur les niveaux actuels? La réponse est vraisemblablement non. Vous me répondriez que vous préférez attendre qu'on arrive dans cette zone, au moins, cette première zone de support, avant de passer acheteur. Bien, c'est un petit peu ce que le marché se dit, parce que vous le voyez, il y avait une zone ici qui avait été une zone préalable de support autour de 18 €, et cette zone, elle a été enfoncée de manière très significative. Donc, concrètement, sur Carrefour, on a cette ancienne zone de support ici, à 20 € qui devient potentiellement une résistance, puisque c'est un niveau d'accélération baissier, c'est-à-dire qu'on a eu un rebond des cours sur 20 € une première fois pendant cette période en octobre 2014. Ensuite, vous le voyez, on a eu de nouveau un rebond en juin 2016, et puis on a eu de nouveau un rebond en avril 2017, et là, eh bien, cette zone qui avait par le passé déclenché à plusieurs reprises des rebonds, eh bien, n'a pas fonctionné. Autrement dit, sur cette zone de support, l'offre a été tellement abondante que toute la demande qui venait en face n'a pas été en mesure de l'absorber, et par conséquent, l'offre étant supérieure, le marché a enfoncé ce niveau pour baisser beaucoup plus. Donc, on est sur Carrefour, d'un point de vue de l'analyse hebdomadaire, dans une phase de dépréciation significative, avec
un titre qui pour le moment n'est pas encore sur un niveau de support important pour pouvoir a priori rebondir de manière importante. Il peut y avoir, ceci dit, un rebond, puisque vous le voyez, dans cette phase de baisse, eh bien, la dépréciation des cours, c'est en fait l'alternance entre des impulsions qui sont baissières et des corrections qui sont haussières et des corrections qui sont toutes plus petites que les impulsions. C'est pour ça que la tendance est baissière. Donc on pourrait avoir une correction technique sur le titre, peut-être qui ramènerait, vous le voyez, dans le meilleur des cas, les cours vers 19,40. Mais en tout cas, ce qu'il faut toujours se poser comme question, c'est avant de vouloir acheter Carrefour, si on se fie à l'analyse et au précepte de l'analyse technique, c'est est-ce qu'on voit sur le graphique une construction d'une figure de retournement? Est-ce qu'on voit que les vendeurs sont en train de perdre graduellement la main? Est-ce qu'on voit qu'il y a de la demande qui apparaît sur le marché et qu'on a une stabilisation des cours? Absolument pas. Pour le moment, on ne voit rien de tout cela. On voit au contraire un momentum baissier qui est en train d'accélérer. Alors, pour essayer de vous donner, comment dirais-je, une vue générale de toutes les hypothèses qu'on peut élaborer sur les titres, on peut également penser que cette longue bougie noire, c'est une bougie de capitulation, c'est-à-dire une bougie qui montre que les derniers longs, c'est-à-dire les derniers acheteurs, ont jeté l'éponge et que par conséquent, eh bien, comme ils ont liquider leur position, il n'y a plus de vendeurs sur le marché et par conséquent il peut y avoir un rebond à partir des niveaux actuels. Une capitulation, c'est quand un marché a tellement baissé que les derniers investisseurs qui tenaient encore leur position sont dégoûtés et que ces derniers résistants, ces derniers longs, eh bien, se débarrassent à leur tour de leur titre et donc il n'y a plus de long et autrement dit, puisqu'il n'y a plus de long, il n'y a plus de vendeurs, ils ont déjà tous vendu et par conséquent, il peut y avoir un rebond technique. Tu veux dire quelque chose, Falco? Oui, exactement, Laurent, parce que Claude nous dit que mais l'enfoncement est quand même dû au l'avertissement annoncé par la nouvelle direction. Bompard. Alors, la rupture du support, elle vient de plusieurs facteurs. Celui que vous venez d'évoquer. Il y a également eu une nouvelle qui a été interprétée de manière négative et qui vient des États-Unis. C'est la mainmise de Amazon sur Whole Foods, qui est un groupe important positionné sur les fruits et légumes bio et pour une somme extrêmement importante de plusieurs milliards de dollars. Si je me souviens bien et que je ne dis pas de bêtises, je crois que Amazon a acquis Whole Foods pour 14 milliards. Donc le fait que Amazon prenne le contrôle d'un acteur de la grande distribution aux États-Unis de manière aussi brutale et aussi soudaine a été interprété par le marché comme une menace et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de groupes dans la grande distribution qui ont été malmenés lors de cette nouvelle. Alors, encore une fois, on a commencé cet exposé en remarquant que Carrefour est mal orienté bien avant l'événement que vous avez souligné et celui d'Amazon. Hein. On rappelle que de toutes les façons, c'est depuis avril 2015 que le titre se déprécie. Ça veut dire que ça fait presque 2 ans, ça fait même plus de 2 ans, pardon, que les investisseurs sortent du titre de manière régulière. Peut-être il y a cette bougie qui nous signale que on va maintenant avoir une stabilisation des prix. Alors pourquoi c'est important de dire ça? Parce que quelque part,
Si vous avez conservé Carrefour pendant toute la baisse, ou plutôt si un investisseur a conservé Carrefour pendant toute la baisse, peut-être que c'est plus le moment de vendre parce que là, pour le coup, il peut y avoir un rebond vers 18 ou 19,40. Je ne suis pas en train de dire que il faut conserver Carrefour si quelqu'un en possède. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue purement technique, il y a une possibilité pour qu'il y ait maintenant un rebond qui se mette en place. Mais encore une fois, à mes yeux, ce ne sera qu'un rebond technique parce que pour a priori avoir quelque chose de plus solide, il faut avoir des investisseurs qui reviennent en masse sur ce marché et ils vont le faire sur des niveaux techniques qui sont, à mon avis, pour le moment manquants. Les vrais niveaux, c'est à partir de 15,30. Il y en a un autre qui est fort à 13,77. Autrement dit, en conclusion, et c'est ce qui compte, le risque baissier à moyen terme, moyen long terme sur Carrefour, le risque baissier est toujours présent et par conséquent, nous n'avons pas de figure de retournement, nous n'avons pas de facteur qui nous montre qu'il y a une stabilisation des cours. La seule chose qu'on peut avancer pour étayer la thèse d'une stabilisation, c'est simplement cette énorme bougie noire qui nous montre qu'il y a eu une sorte de capitulation et que par conséquent, on peut avoir derrière cette capitulation de la stabilisation. Laurent, Voilà. juste pour finir, il y a Claude qui ajoute, OK, donc il faut aussi interpréter de façon systématique au-delà de l'analyse technique. Je ne comprends pas la remarque, Falco. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut analyser de manière systématique? Tu peux répéter Non, la remarque, s'il non, te pardon, plaît? pardon. Il faut aussi interpréter de façon systématique au-delà de l'analyse technique. Donc, en gros, il ne faut pas regarder que l'analyse technique, mais aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer le cours d'une action. C'est ça que Alors, Claude. on peut faire un petit aparté sur l'analyse technique des cours boursiers et l'analyse fondamentale des entreprises. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Il n'y a pas à choisir entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ce sont des analyses qui couvrent des périmètres qui sont différents. Autrement dit, c'est toujours utile, si vous en êtes capable, de regarder le compte de résultat d'une entreprise, de regarder l'évolution du chiffre d'affaires, de regarder l'évolution des bénéfices, etc., pour voir si effectivement l'entreprise est dans une dynamique d'expansion. Parallèlement à ça, il faut regarder, il faut examiner ce que le marché, c'est-à-dire ce que les investisseurs collectivement pensent et comment ils perçoivent l'évolution de la société. Et effectivement, faire les deux, eh bien, j'ai envie de dire, c'est parfait parce que d'un côté, vous allez avoir des éléments de réflexion qui vont vous guider sur les facteurs fondamentaux de l'entreprise, si vous vous y connaissez en analyse financière des entreprises, et par ailleurs, et c'est important, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de comprendre comment le marché perçoit l'évolution de cette entreprise, quelle est la volatilité du titre, parce que l'évolution d'un cours de bourse, vous l'avez tous déjà compris, n'est pas uniquement impactée par les fondamentaux. Les cours de bourse sont également impactés par la psychologie collective de la foule, la psychologie collective des investisseurs, et c'est cette psychologie collective alliée à l'analyse endogène des facteurs de l'entreprise qui permet d'avoir, je dirais, une vue à 360 degrés. Donc, ici, nous faisons ensemble un exercice d'analyse sur les éléments techniques du marché, mais cela ne veut certainement pas dire que vous ne devez pas vous renseigner, vous instruire sur l'analyse fondamentale, puisque ce sont encore une fois des sphères de compétences qui sont très différentes l'une de l'autre, et encore une fois, il n'y a pas à choisir l'une ou l'autre. Donc, en l'occurrence, en tant que technicien de marché, ce que je peux affirmer, c'est que depuis avril 2015,
le marché a perçu de manière négative l'évolution de l'entreprise Carrefour, ce qui a généré chez les investisseurs le désir de se délester des titres pour reprendre leur cash et l'investir sur des entreprises dont les fondamentaux leur paraissaient plus prometteurs. Ça, on peut absolument l'affirmer, puisque, encore une fois, l'analyse technique, c'est en fait l'analyse de l'empreinte que laisse l'argent sur le marché. Okay, le fait que les cours baissent, ça montre que l'argent sort de ce marché pour aller sur un autre marché. Et par conséquent, il faut essayer de comprendre, si on est intéressé par le sujet, les raisons qui font que les investisseurs sont sortis de ce marché. Mais l'analyse technique, elle nous dit que, quelles que soient les raisons, le sujet n'est pas là. Elle nous dit factuellement, les investisseurs se sont débarrassés de leurs titres et c'est pour ça que les cours se sont dépréciés. Ils se sont dépréciés parce qu'il fallait à chaque fois aller chercher plus bas des acheteurs et il y a eu une dynamique de dépréciation très significative qui s'est mise en place, quelles que soient les raisons fondamentales. Voilà, Falco. Laurent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il y a aussi Gilbert qui demande Orange, en fait. Qu'est-ce qu'il faut avec Orange? Gilbert veut se débarrasser de Orange. Ou on regarde Alors, d'autres choses. L'euro-dollar d'abord. alors Changer un peu. ce qu'on peut faire, Falco, si tu es d'accord, c'est déjà de regarder les titres dont on nous a posé des questions par email. Ah oui. Voilà. Et Effectivement, on puis, peut poser avant l'émission déjà des questions à nous envoyer par email. Merci. exactement. Hein. Donc, on vous encourage vraiment à envoyer des emails à Falco en lui demandant de faire une analyse de tel ou tel titre. Falco me transmet l'information. Je regarde un petit peu avant le webinaire pour vous répondre. Alors, on a eu des questions également sur Gemalto. Ah, Falco. On va regarder Gemalto parce que là aussi, on va passer moins de temps que sur Carrefour, mais là aussi, vous voyez sur Gemalto, alors on est dans un secteur totalement différent, puisque Carrefour, c'est de la distribution. Gemalto, ce sont des logiciels, autrement dit, on est dans le secteur de la technologie, et malgré tout, malgré un secteur technologique qui a bien tenu, eh bien, on a un titre qui, là aussi, s'est fortement déprécié. Je ne connais pas personnellement les raisons fondamentales qui font que le titre s'est déprécié. En revanche, ce qu'on peut dire d'un point de vue technique, c'est qu'on a eu, là encore, une désaffection de la communauté financière des investisseurs sur le titre qui, là aussi, se sont délestés de leur titre pour aller ailleurs. Alors, sur Gemalto, pour aller vite, on voit qu'on a une zone de support ici qui avait été marquée. Alors ça, on va dire que c'est, attendez, on va dire que c'est notre S1. Et là, on va dire que c'est notre S2. Voilà, donc, ou plutôt, voilà, pour simplifier, on avait cette zone entre 46 et 49,50 qui était une zone de support. On a cassé ce niveau de manière très significative avec un gap. Et maintenant, que nous dit l'analyse technique? Eh bien que là encore, on est sur du 10 ans hebdomadaire, on voit qu'il y a cette zone qui date du 31 août 2009 et qui va jusqu'au 10 octobre 2011 et que cette zone ici, qui est un trading range, eh bien, va vraisemblablement servir de zone de support qui devrait donc soutenir les cours. Donc, on n'est pas encore arrivé sur ce niveau. On en est encore un petit peu loin puisqu'on est à 40 euros, que ça commence à que cette zone de soutien commence à partir de 34 euros et que là aussi, on est un petit peu dans un no man's land technique. Ça veut dire que nous ne sommes pas, ou plutôt les cours ne sont pas sur des niveaux techniques sur lesquels il va y avoir un consensus collectif pour repasser acheteur. Et comme ce consensus collectif manque, eh bien, les cours vont vraisemblablement continuer de baisser jusqu'à qu'ils atteignent un niveau où la communauté va penser que effectivement c'est un niveau qui techniquement semble solide et peut-être du point de vue des métriques fondamentaux
vont redonner de l'appétit pour le titre en fonction des valorisations de l'entreprise, etc., sur un niveau entre 25 et 35. Donc pour le moment, sur Gemalto, on est à moyen terme, 1, sur un marché qui baisse, 2, sur un marché qui n'a pas mis en place pour le moment de signes de retournement ni de figures de retournement, 3, sur un marché qui n'est pas sur un niveau technique important. Conclusion, sur un marché dont le risque baissier reste important et qui pourrait par conséquent, pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, continuer de se déprécier jusqu'à qu'on arrive sur un niveau de prix où effectivement un nouveau consensus va émerger, c'est-à-dire un consensus qui va remplacer celui qui est actuellement à l'œuvre. En ce moment, il y a un consensus baissier. Et bien, il va y avoir un moment où le titre va tellement baisser qu'il va y avoir un nouveau consensus qui va émerger, un consensus haussier. Et c'est parce que ce consensus va émerger que les prix vont se stabiliser, c'est-à-dire que les acheteurs vont venir absorber toute l'offre qui se présente sur le marché, qu'une figure va vraisemblablement se mettre en place, ou qu'un range va se mettre en place, et qu'à partir de là, on va avoir peut-être une période d'accumulation qui va servir de tremplin pour un rebond. Et vous le voyez, pour le moment, rien de tout ça n'est arrivé, rien de tout ça n'est visible à l'écran. Par conséquent, techniquement, le risque baissier à moyen terme reste important. On continue avec Safran. Parce que là aussi, on a eu une demande de André sur Safran. Alors, vous le voyez, on est dans un contexte là qui est radicalement différent, puisqu'on est dans une tendance haussière extrêmement forte. Vous voyez la différence assez simple, enfin assez nettement, hein, c'est assez simple de remarquer cette dynamique inverse de Gemalto et Carrefour. Là, au contraire, on a des investisseurs qui cherchent le titre, qui cherchent à rentrer dès qu'il y a des replis, qui pensent que le potentiel haussier n'est pas terminé et qui par conséquent restent à l'achat. Alors, je vais zoomer un petit peu sur Safran. Voilà, on est dans une dynamique qui est haussière. Vous voyez que on est sur des creux et des sommets qui sont ascendants. Sur Safran, néanmoins, attention, parce que on est maintenant sur un titre qui évolue latéralement. C'est-à-dire que à la séquence creux et sommet ascendant succède une séquence creux et sommets équivalents. Vous voyez des creux ici qui sont équivalents et des sommets qui le sont également. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a des creux et des sommets qui sont équivalents? Eh bien, ça veut dire qu'on est en présence d'un marché qui voit de la pression vendeuse apparaître, a priori, puisqu'on n'est pas en mesure pour le moment de faire des nouveaux sommets. De la même manière, on a encore des investisseurs qui restent positionnés à l'achat, puisque les zones de support entre 79,50 et 80 euros restent défendues par les investisseurs. Autrement dit, on est en train de faire une pause. Cette pause, elle peut être interprétée soit comme une séquence possible de distribution, c'est-à-dire que les investisseurs qui sont positionnés sur Safran depuis un certain temps profitent de cette zone de prix pour vendre leurs titres, et on a d'autres investisseurs qui les rachètent. Et on est potentiellement soit dans une phase, on est donc dans une phase de trading range latéral qui peut déboucher soit sur une phase de distribution, soit sur une phase d'accumulation. Si on est sur une phase de distribution, ça veut dire qu'on est potentiellement sur un titre qui n'a plus, qui ne génère plus suffisamment d'appétit et qui par conséquent va finir par casser le support. Et si le support à 79,56 € est cassé, alors on va retourner vraisemblablement vers la zone suivante à 74,24 €. Autrement dit, premier niveau à surveiller, c'est cette zone à 79,50, 80 €. Tant qu'on est au-dessus, on est dans une phase de pause. Si on casse cette zone, alors on va aller chercher les 75 €. De la même manière, si on franchit ce niveau à 84 €, alors on ira chercher
des nouveaux plus hauts. Alors, comment savoir si on est sur une phase de distribution ou sur une phase d'accumulation? Eh bien, c'est extrêmement difficile d'anticiper la cassure du support ou le franchissement de la résistance. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour essayer d'avoir des indices, on peut regarder le nombre de bougies noires et de bougies blanches à l'intérieur du range. Donc, à partir du moment où le safran est en consolidation, on a une bougie blanche. Alors, je vous rappelle que les bougies blanches, ce sont des bougies d'achat. On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 bougies blanches. Combien on a de bougies noires qui sont des bougies de vente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a le même nombre de bougies blanches et de bougies noires. Donc on n'a pas d'indice particulier. Donc on est maintenant dans l'obligation d'attendre, de voir effectivement comment va se solder cette figure de consolidation latérale. En tout cas, si des investisseurs détiennent des titres Safran, eh bien, tant qu'on reste, on va dire, en clôture au-dessus, tant qu'on reste au-dessus de 79,40, 79,50, tant que le marché en clôture hebdomadaire reste au-dessus de ce niveau de support, eh bien, l'analyse technique nous dit qu'il vaut mieux conserver. Pourquoi? Parce qu'il y a un précepte extrêmement important en analyse technique qui dit que une tendance, en l'occurrence une tendance haussière, reste d'actualité tant qu'on ne peut pas prouver le contraire. Eh bien, comment pourrions-nous prouver que cette tendance haussière s'est retournée si nous avions l'apparition de creux et de sommets qui sont baissiers? Puisque je vous rappelle que ce qui définit une tendance haussière, c'est des creux et des sommets qui sont ascendants. Eh bien, maintenant, on a après avoir eu des sommets et des creux ascendants, on a des creux et des sommets équivalents. Et si maintenant on avait des creux et des sommets qui étaient descendants, alors ça voudrait dire que la tendance est en train, plutôt la tendance s'est inversée. Mais attention, pour le moment à l'écran, nous n'avons rien de tout ça, encore une fois. On est toujours en phase de consolidation. Donc, techniquement, au-dessus de 79,40, on reste positionné à l'achat parce qu'on est dans une phase de consolidation qui s'inscrit dans une tendance haussière qui, pour le moment, n'a pas été invalidée. La confirmation de la reprise de la tendance haussière se fait sur une clôture hebdomadaire, vous l'avez compris, au-dessus de 84 €. Dès qu'on a une clôture au-dessus de cette zone de résistance qui date de juillet de cette année, c'est-à-dire une zone de résistance de 2 mois, donc de court terme, dès qu'on a une clôture au-dessus de ce niveau, a priori, cela signifie que la tendance devrait reprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément reprendre de manière immédiate et linéaire sur le breakout, mais ça veut dire quand même qu'on devrait avoir des opérateurs positionnés à l'achat qui ont plus de conviction que les vendeurs et que par conséquent, on devrait avoir la progression, la continuation de la progression haussière du titre. Donc sur Safran, pour conclure, les niveaux à surveiller, et c'est très important, 84 € à la hausse, en confirmation de la tendance en cours, et 79,40 en clôture hebdomadaire en début de retournement de tendance haussière. On va regarder maintenant Kering, parce qu'on nous l'a posé, Falco. Alors Kering. là aussi, Kering. Alors Kering, c'est un titre qui prête parfois à confusion parce que le titre est souvent associé. Alors Kering, je vous rappelle, hein, c'est le groupe Printemps, Pinot, Redoute. Je ne sais plus dans quel ordre c'est Printemps. Oui, c'est ça, PPR, Printemps, Pinot ou Pinot, Printemps, Redoute, qui a été rebaptisé Kering. On avait Oui, regardé Kering déjà dans le 100% marché mardi. Hein. exactement. On a regardé Kering ensemble dans 100% marché. Et d'ailleurs, dans mardi, ce que nous avions dit, c'est que le titre était dans une tendance qui était haussière et que si on avait un pullback sur cette zone de résistance qui devenait potentiellement support, il y avait, selon le principe de changement de polarité, une position longue qui pouvait être envisagée en ouverture. C'était donc autour des 313 €.
Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le titre a dépassé ce niveau de résistance. Il est revenu tester cette résistance qui est devenue support. Et à partir de là, vous le voyez, on repart à la hausse sur Kering avec l'inscription d'un nouveau sommet. Donc, ce qu'on peut dire sur le titre, on va se remettre en weekly, en hebdomadaire, bon, 5 ans pour simplifier. On est sur une tendance qui est haussière. On est là aussi, regardez, sur un trading range qui s'apparente un petit peu au titre précédent, c'est-à-dire une pause dans la hausse, interrogation légitime dans la construction de ce trading range. Est-ce que c'est de l'accumulation ou est-ce que c'est de la distribution? On était obligé d'attendre de voir ce que les investisseurs allaient décider. Là encore, l'analyse technique ne nous donnait pas d'outils pour anticiper un franchissement de la résistance, mais on répète que a priori, quand on est dans une tendance, il faut rester dans la tendance. Donc, on pouvait légitimement envisager le dépassement de la résistance. Et puis, par ailleurs, quand cette résistance a été franchie, eh bien, ça a été une confirmation de la tendance avec la validation de la polarité, ce qui vient une fois de plus confirmer la tendance en cours. Donc, sur Kering, pour le moment, on est donc dans une tendance qui est forte, qui est en train de repartir à la hausse, après avoir hésité pendant 2 mois et demi, puisque vous voyez, entre cette période de progression haussière très forte avec l'ouverture de ce gap et la séquence suivante qui est une période de consolidation latérale, vraisemblablement, on est en train de repartir à la hausse. Alors, on va regarder maintenant l'euro-dollar parce que c'est une question qui nous a été posée à plusieurs reprises cette semaine et c'est bien légitime puisque l'euro s'est considérablement apprécié face au dollar. Il y a eu à la fois un mouvement dollar, c'est-à-dire une faiblesse de la devise américaine face à un ensemble de devises majeures comme le dollar australien, comme le yen japonais. Et par ailleurs, il y a un mouvement haussier de l'euro qui s'est apprécié vis-à-vis d'autres devises. Et donc, eh bien, cette faiblesse du dollar couplée à cette force de l'euro a été finalement a eu pour conséquence cette tendance haussière extrêmement importante que nous voyons se dérouler depuis le début de l'année. Alors la question c'est de savoir jusqu'où l'euro peut-il monter. Alors la question c'est jusqu'où peut-il aller parce que là encore on ne voit pas apparaître sur nos écrans de figures de retournement, de figures d'épuisement sur l'euro. Autrement dit, on est a priori à l'intérieur d'un mouvement qui devrait continuer de se perpétrer. Alors, quand on voit un petit peu d'où vient l'euro, on remarque donc cette impulsion baissière extrêmement importante qui date de 2014, cette longue phase de stabilisation latérale en trading range entre 2015 et enfin entre fin 2014 et début 2017, et puis on en est sorti. Alors, la première chose à faire quand on a une baisse sur un actif, c'est de regarder où sont les niveaux de retracement importants. Les niveaux de retracement importants, il y en a 3, c'est le 38, le 50 et le 62%. En l'occurrence, on voit que le 62%, il est ici à 1,26. C'est une zone qui est importante parce que elle est, vous le voyez, un petit peu en dessous d'une zone de support qui sera donc potentiellement résistance à 1,2750. Donc on peut dire déjà que a priori on va avoir une zone de résistance importante sur l'euro à la hausse entre 1,26 et 1,2750. 1,2630 c'est le 62% de retracement de toute la baisse depuis mars 2014. 1,2750, c'est la polarité, c'est-à-dire le support
qui est devenu, vous le voyez ici, résistance. Donc on a ici un range qui est donc une zone d'environ 120 pips de zone de résistance possible. Donc ça, c'est une première indication. La deuxième indication que l'analyse technique peut nous permettre d'avoir, c'est en reportant la hauteur du range à partir du point de rupture. Alors, vous le voyez, la hauteur du range, j'ai tracé ce rectangle ici, vert, c'est en fait ce trading range latéral qui montre la stabilisation des cours de l'euro face au dollar entre 1,5 et 1,14, et puis on est sorti de ce range. À partir du moment où on est sorti de ce range, on peut faire la projection de la hauteur du range dans le sens du breakout, en l'occurrence, dans le sens de la sortie haussière. Et quand on fait cela, on voit que la projection de la hauteur du range nous amène sur 1,25. Donc, on a une zone large de 200 pips, de 250 pips, entre 1,25 et 1,2750, où il devrait y avoir des opérateurs qui vont prendre leurs bénéfices et peut-être des opérateurs qui vont se remettre à acheter du dollar face à l'euro. Parallèlement donc à cette zone de résistance marquée par cet ancien support et le 62% de ratio de Fibo et la projection du rectangle, on voit par ailleurs ici qu'il y a eu un point d'accélération baissier. Regardez, c'est-à-dire qu'on a eu ici, attendez, je vais le marquer en rouge. Vous voyez, on a eu ici, sur ce niveau, un rebond technique qui a duré 2 semaines. Et puis, quand ce niveau de support a été enfoncé, c'est devenu un point d'accélération baissier. Autrement dit, on a toute cette zone entre 1,25 et 1,2755, je me répète, qui devrait servir de résistance dans l'appréciation de l'euro face au dollar. Alors, ça ne veut pas dire que l'euro va forcément monter jusqu'à cette zone. Là encore, le but de l'analyse technique, ce n'est pas de faire des pronostics. En revanche, on peut dire deux choses. Tant que nous n'avons pas de figure de retournement qui se met en place, a priori, la tendance reste haussière. Qu'est-ce qui caractérise une tendance? Ce sont des creux et des sommets qui sont ascendants. Allons chercher le dernier creux ascendant. Faisons-le ensemble. Vous voyez que si on se met en ligne de clôture, le dernier creux il est à 1,1750 et si on se met en bougie, le dernier creux il est à 1,1660. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que tant que l'euro-dollar reste au-dessus du premier niveau de support qui est le dernier creux dans la hausse à 1,1660, tant que l'euro-dollar reste au-dessus de ce niveau, la tendance reste haussière. Si on a maintenant une consolidation des cours et qu'on casse le niveau à 1,1660, alors cela signifiera qu'effectivement, on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre, c'est-à-dire une stabilisation, une consolidation des cours. J'aimerais vous montrer une dernière chose parce que c'est important. Si on met en place un RSI, vous voyez que pour le moment, on a... Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça, parce que je veux que vous puissiez bien voir ce dont je parle. Regardez, on a ici des creux et des sommets qui sont ascendants sur l'euro-dollar, et pourtant, on a un RSI qui plafonne. On n'a pas vraiment de divergence baissière, pour deux raisons. Pour qu'on ait une divergence baissière, premièrement, il faut que le RSI fasse un sommet au-dessus de 70 et un deuxième sommet au-dessous de 70. Là, pour le moment, on voit que tout se passe sur le RSI au-dessus de 72. Donc, on a un RSI qui reste fort. Deuxièmement, pour avoir une divergence baissière, il faut avoir un prix qui fait des nouveaux plus hauts et un RSI qui, au contraire, fait des sommets qui sont baissiers. Or, vous le voyez pour le moment, on a marginalement un RSI qui fait des sommets baissiers, mais on a surtout un RSI qui fait des creux qui sont équivalents. Donc, on a un prix qui continue
de progresser de manière positive et un RSI qui plafonne. Qu'est-ce que ça nous dit? Surtout pas que l'euro-dollar va se retourner. Et même si on avait une divergence baissière sur le RSI, cela ne signifierait pas que l'euro-dollar va se retourner. Cela signifierait qu'on est en train de faire une pause. Mais là, en l'occurrence, on a un RSI qui nous montre simplement qu'on a une décélération dans la hausse. Okay, ça veut dire que la vitesse de progression de l'euro face au dollar est en train de ralentir. La vitesse est en train de baisser. Mais ça ne veut surtout pas dire que la direction est en train de s'inverser. Si on a effectivement des creux et des sommets qui sont baissiers, parce que c'est le prix qui compte, ce n'est pas le RSI, alors on aura manifestement un inversement de la tendance et un RSI qui, lui, sera repassé vraisemblablement sous les 70. Donc, on pourra réexaminer ensemble le RSI. Donc, en synthèse, puisque c'est la fin de ce webinaire et qu'on est en train de conclure sur l'euro-dollar, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une phase d'appréciation de moyen terme, puisque l'euro s'apprécie face au dollar depuis le début de l'année. 2, que le trading range a été déclenché, autrement dit, on peut faire une projection haussière qui nous emmène à 1,26. 3, que ce 1,26 correspond à un niveau de retracement de Fibonacci qui correspond à 62% et que par ailleurs, on a une inversion de polarité du support qui devient résistance. Autrement dit, on devrait avoir a priori peut-être une pause de la hausse de l'euro face au dollar à court terme, mais tant qu'on n'a pas de figure de retournement et tant qu'on n'a pas le dernier creux qui a été enfoncé, on reste dans la tendance et par conséquent, on vise les 1,26 en sachant viser 1,26, ça ne veut pas dire qu'on est sûr que ça va aller à 1,26 et qu'on ferme la boutique et qu'on va voir ailleurs. Non, on reste toujours ultra vigilant sur ce qui est en train de se passer, parce qu'il peut se passer plein de choses qui pourraient faire que l'euro va s'affaiblir face au dollar. Pour le moment, on ne le voit pas, mais on reste vigilant, on surveille nos niveaux et on se fixe un objectif, on va dire, à 1,25, 1,26. Voilà, Falco, ce qu'on pouvait dire sur l'euro face au dollar. Merci beaucoup, Laurent. Il y a encore Gilbert qui dit, mais aimant Orange, est-ce que c'est Orange aujourd'hui ou la semaine prochaine, Laurent? Non, on peut regarder Orange tout de suite. Ah, bah, Gilbert va être content. Alors, attends, il faut juste que j'aille le chercher. Alors, Gilbert, quel est l'horizon de temps qui vous intéresse? Oh, peut-être il va reprendre très vite, Gilbert. Attends. Bon, en attendant qu'il nous réponde, qu'est-ce qu'on peut dire sur Orange? Tendance plate. À long terme, regardez, on est sur un titre qui, depuis février 2015, est en train d'évoluer. Court terme. D'accord. Donc, même quand on fait du court terme, c'est toujours important de regarder le moyen terme. C'est toujours important d'avoir une cartographie de l'évolution des cours depuis plusieurs années pour comprendre un petit peu dans quel contexte on est. Je vais même pousser le raisonnement pour vous montrer, par exemple, 30 ans d'historique sur Orange pour que vous regardiez un petit peu où est-ce qu'on était en 2000, c'est-à-dire à 70 €, et on est aujourd'hui à 15 €. Hein. Donc, c'est toujours important de resituer les choses dans leur contexte. Donc, on est, vous le voyez, sur un titre qui s'est fortement repris et qui est maintenant dans une phase de consolidation latérale après avoir fortement progressé depuis juillet 2013, puisqu'on était à 6 € et qu'on est monté jusqu'à 15, c'est du 2,5, donc belle progression. Ceci dit, maintenant on voit qu'on ne progresse plus. Regardez, on se met en ligne de clôture hebdomadaire et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on fait du surplace. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait acheté du Orange en mars 2015, eh bien, aujourd'hui serait en perte. Aucun intérêt à en détenir à moyen terme. Maintenant, on va se mettre court terme. Alors, à court terme, on voit qu'on a une zone ici de support qui est en train d'être travaillée, puisque vous le voyez, elle date de avril de cette année, testée avec succès en juillet
de cette année et de nouveau testé hier et aujourd'hui avec l'apparition d'un marteau. Donc si effectivement on a un rebond de Orange à partir des cours actuels, il pourrait y avoir un rebond jusqu'à 14,56. On est actuellement à 13,93. Si on a un dépassement de ce premier niveau de résistance important, alors ça signifie qu'on ira vraisemblablement plus haut, peut-être retester le précédent sommet à 15,33 €. De la même manière et inverse, si on casse le support à 13,83, ça veut dire qu'on va aller assez rapidement sur la zone suivante à 13,50 et par ailleurs, on pourrait même descendre plus bas vers 13,15 s'il n'y a pas de réaction sur 13,50. Donc, en synthèse sur Orange, on a vu que à très long terme, c'est un titre qui s'est fait massacrer, qui a bien récupéré et qui est maintenant dans une phase de consolidation latérale. On est autour d'une zone à partir de laquelle il pourrait y avoir un rebond. À noter que le secteur des télécoms sous-performe. Ce n'est pas du tout un secteur qui, pour le moment, a la faveur des investisseurs. Il n'y a pas d'intérêt particulier, en tout cas d'un point de vue technique, pour le moment, à posséder du Orange. Le premier signe de force viendrait sur le franchissement de la résistance à 14,50. Là, ça montrerait qu'on va peut-être avoir un nouvel appétit des investisseurs pour le titre qui pourrait emmener sur 15,38. Autrement dit, pour le moment, ce qu'on propose à Gilbert, c'est de surveiller Orange. Et si on casse la résistance, on refait un point tous ensemble sur le titre pour voir s'il a du potentiel pour aller plus haut. Ouais, excellent, Laurent. Donc, ça peut être en fait, ça peuvent être les mots de clôture de ta part aujourd'hui pour cette première webinaire de la rentrée. Absolument. Et vous avez été nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait toujours plaisir à Falco, à toute l'équipe BNP et moi-même de Exactement. savoir que vous venez nombreux. N'oubliez pas d'envoyer toutes vos questions à Falco. N'oubliez pas que l'analyse technique est opérante sur les actions, mais également sur les devises, les matières premières et les taux d'intérêt, que par conséquent, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. N'oubliez pas d'envoyer tous vos emails et puis on se retrouve, Falco et vous tous, avec plaisir, comme d'habitude, la semaine À la prochaine, semaine prochaine. jeudi à 18 h. Et si un de vos amis veut s'inscrire à cette webinaire, allez-y sur notre site produit de bourse bnpparibas.fr, webinaire outils pratiques. Il y a une petite chambre dans laquelle vous pouvez mettre votre email et vous allez recevoir tous les alertes pour les nouvelles webinaires. Donc, a priori, la semaine prochaine, jeudi à 18 h, encore un webinaire, revue des techniques des marchés avec notre fameux Laurent Albi, président de la FAT et BNP Paribas. Et donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir à 18 h et je vous souhaite excellente soirée, bon week-end, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Falco et merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao.